Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau point presse. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique à la veille de l'inauguration de la 5e maison Athos, dédiée à la reconstruction du blessé. Nous mettons aujourd'hui en lumière l'accompagnement des blessés psychiques. Et dans ce cadre, nous sommes heureux d'accueillir le médecin en chef Charles Georgieff, professeur et chef de service psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, consultant national de cette discipline pour les armées. Il vous présentera l'ensemble de la chaîne d'accompagnement des blessés psychiques, du déclenchement des troubles et de leur repérage jusqu'à leur rémission. Il abordera également les perspectives de cette spécialité dans le domaine militaire. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Du côté de l'actualité du ministre des Armées, hier, Sébastien Lecornu s'est rendu sur la base aérienne 125 d'Istres, aux côtés du ministre d'État chargé des affaires de défense des Émirats arabes unis. Ils ont tous deux assisté à la cérémonie de sortie d'usine du premier des 80 Rafales commandés par les Émirats à la France. Ce premier Rafale servira d'avion d'essai et de développement aux standards demandés par les Émirats. Pour rappel, la France et les Émirats sont liés par un accord de défense depuis 1995. La qualité de notre coopération militaire fait des Émirats un de nos principaux partenaires au Moyen-Orient. Et cette coopération s'illustre notamment dans le domaine capacitaire. En 2021, les Émirats arabes unis ont retenu l'avion Rafale pour renforcer leur flotte d'avions de combat. La signature de 2 contrats pour l'acquisition des avions et des équipements associés avec les entreprises Dassault Aviation et MBDA illustre le succès du Rafale à l'exportation. À partir de demain et jusqu'à dimanche, le ministre effectuera un voyage officiel en Indonésie. Partenaire stratégique en Indo-Pacifique, notre relation de défense est dynamique et repose sur une convergence d'intérêts au profit de la stabilité régionale. Lors de son déplacement, le ministre s'entretiendra avec le président indonésien. Il rencontrera ensuite son homologue indonésien avant de rendre visite à l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle. Donc de rendre visite à l'équipage du groupe aéronaval centré autour du porte-avions Charles de Gaulle. Le GAN est actuellement engagé sur la mission Clemenceau 25 et qui est en escale en Indonésie après avoir conduit les exercices La Pérouse et Rastaban. Je poursuis avec une actualité importante pour la transmission de la mémoire. Ce lundi, une cérémonie solennelle a marqué les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, en présence du président de la République et de Patricia Mirales, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. À l'occasion de ces commémorations, le ministère des Armées a soutenu la création d'une série documentaire poignante intitulée Auschwitz, les survivants racontent. Réalisé et écrit par Catherine Bernstein, le documentaire retrace l'histoire bouleversante de la déportation à Auschwitz. Cette série est illustrée par les récits de 44 rescapés issus d'un précieux corpus de 110 témoignages de la Fondation collectés en 2006 sous l'impulsion de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ces voix racontent avec une force inouïe les horreurs des camps, tout en dévoilant les rouages de la machine de déportation et d'extermination nazie. La série s'articule autour de 5 épisodes de 45 minutes portant sur la persécution, la déportation, le camp, l'extermination et la vie après. Ces épisodes sont disponibles sur la plateforme France Télé. Pour rappel, le ministère, deuxième acteur culturel de l'État, soutient chaque année via la direction de la mémoire, de la culture et des archives la production d'œuvres audiovisuelles principalement consacrées au conflit du XXe siècle. Et je reste sur le thème de la mémoire avec un événement qui célèbre l'amitié qui unit la France et les États-Unis. Entre 2024 et 2026, l'histoire commune entre les deux pays est à l'honneur à travers 3 anniversaires. Les 80 ans du débarquement de Normandie en 2024, le bicentenaire
du retour triomphal de Lafayette en 2025 et le 250e anniversaire de l'indépendance américaine en 2026. Dans ce cadre, le 3 février 2025, le général Shield, chef d'état-major de l'armée de terre, se rendra à Washington pour remettre à ses homologues de l'US Army et du corps des Marines 2 statues de bronze immortalisant un moment de complicité entre le maréchal Ferdinand Foch et le général John Pershing. Ce geste symbolique incarne la fraternité d'armes qui unit les forces terrestres françaises et américaines depuis plus de 2 siècles. Exposé notamment au Congrès américain, aux Invalides et aux ambassades des 2 pays, ces œuvres rejoindront ensuite les collections historiques de l'US Army et des Marines, témoignant du lien indéfectible entre nos 2 nations. Je continue avec la préparation opérationnelle des forces. Du 4 au 28 février, le 11e régiment d'artillerie de marine sera déployé sur le camp de Canjuers, dans le cadre de son exercice annuel baptisé Kouroun. Cet entraînement de grande envergure vise à simuler une manœuvre d'artillerie sur un théâtre d'opération. Lors de cette manœuvre, le régiment sera appuyé par plusieurs unités de l'armée de terre. L'exercice interarmes Kouroun 25 impliquera également 2 détachements étrangers, belges et anglais. Le scénario tactique réaliste mettra en œuvre différentes composantes de l'artillerie: tir César et mortier de 120 mm, lutte anti-drone, observateurs sur Griffon VOA, capteurs spécialisés tels que des radars et drones de reconnaissance, ainsi qu'un détachement du groupement commando amphibie. L'exercice sera ponctuellement ouvert à la presse entre les 13 et le 24 février. Les journalistes qui souhaitent assister à l'une de ces séquences doivent se rapprocher du CIRPATER avant le 5 février. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 3 au 21 février, l'escadre aérienne de commandement et de conduite projetable, dite EAC2P, mènera l'exercice CISEX pour Communication and Information Systems Exercise. Stationnée sur la base aérienne 105 d'Évreux, cette escadre est composée d'environ 530 personnes ayant pour principale mission le déploiement et la mise en œuvre des systèmes de surveillance, d'information et de communication indispensables aux opérations aériennes. L'exercice CISEX permettra à cette escadre de s'entraîner et qualifier son personnel sur une multitude de moyens: stations satellitaires, radars, systèmes radio, réseaux informatiques, systèmes téléphoniques, et développer de nouvelles capacités au travers d'expérimentations et d'appropriation de nouveaux moyens. 2 éditions de CISEX sont organisées chaque année. La seconde se déroule généralement à Rochefort pour permettre aux jeunes sous-officiers de découvrir cette unité aux compétences uniques. Et pour CISEX 2501, environ 70 spécialistes SIC se répartiront principalement sur la base aérienne 105 d'Évreux et à Saint-Marc-la-Pile. Cette édition sera marquée par le premier déploiement du système CTNG pour contrôle tactique nouvelle génération. Ce système, récemment livré à cette escadre, offre des capacités de commandement et de contrôle des aéronefs sur une zone d'opération. Je passe maintenant au domaine capacitaire. La Direction générale de l'armement a notifié la commande de bouées acoustiques Sonoflash à l'industriel Thales. Cette nouvelle génération de bouées acoustiques de conception française est destinée à répondre aux besoins de la Marine nationale dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, notamment pour sécuriser les bâtiments de surface et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Complémentaire des sonars embarqués sur les bâtiments de surface et des antennes héliportées, elle se déploie automatiquement après avoir été aérolarguée en mer. Ces bouées peuvent être embarquées, déployées et exploitées par tout type d'aéronefs de lutte anti-sous-marine, tels que les Atlantique II rénovés, les hélicoptères NH-90 Caïman Marine ou encore des drones. Dotées d'une plus grande autonomie, ces bouées compléteront l'ancienne génération anglo-saxonne. Et la relocalisation de la production de ces bouées va permettre à la France de se doter d'une filière technologique et industrielle souveraine dans ce domaine. Je poursuis avec la Marine nationale. Le 4 février prochain, l'Institut français des relations internationales accueillera la 3e édition de la conférence navale de Paris 2025. Co-organisée par la Marine nationale et l'IFRI,
Cette conférence annuelle réunit les chefs d'état-major, le chef d'état-major de la marine et ses homologues américains et britanniques pour évoquer les grands enjeux maritimes. Placée sous le thème de la puissance navale en appui de l'économie maritime, cette édition accueillera également les chefs d'état-major des marines royales norvégiennes et danoises. La conférence portera sur la question de la sécurisation de l'économie maritime, particulièrement exposée à la dégradation du contexte sécuritaire. Pour rappel, l'économie maritime comprend le transport maritime, la pêche, l'extraction de ressources sous-marines, les domaines du loisir et du tourisme et les énergies marines renouvelables. Dans ce contexte, les représentants militaires échangeront sur l'importance des enjeux de surveillance, de protection et d'intervention. Une conférence de presse se tiendra à midi en présence de l'amiral Vaujour, chef d'état-major de la marine. Et les journalistes intéressés peuvent se rapprocher du CIRPA Marine. La semaine prochaine se tiendra également la semaine des métiers du nucléaire, un rendez-vous clé pour mettre en lumière les formations et les métiers qui participent au développement de la filière, qu'il s'agisse de son volet civil ou militaire. Du 3 au 7 février, les marins ambassadeurs du nucléaire, accompagnés des services de recrutement, iront à la rencontre des jeunes et des demandeurs d'emploi. Leur objectif, c'est échanger sur les opportunités professionnelles et les formations liées à des domaines stratégiques comme la propulsion nucléaire ou la maîtrise des risques. Au programme, une douzaine d'interventions dans des établissements scolaires et universitaires à travers le pays, mais aussi un événement phare organisé à Toulon le 6 février. Animé par la marine, cet événement permettra aux marins de partager leur expérience et leur parcours dans le nucléaire. Toujours en lien avec la marine, je vous signale l'apparition du dossier d'information dit DIM 2025. Ce document illustré dresse en 26 pages le portrait de la marine en 2025, les enjeux stratégiques, les missions, les ressources humaines, les moyens et les points d'ancrage. Vous y trouverez en particulier l'ordre de bataille à jour et un descriptif des programmes d'armement. Le DIM est disponible dès maintenant en français et en anglais sur le site internet colbleu.fr. Des exemplaires imprimés sont également disponibles à la sortie de ce point presse. Je conclus avec une actualité qui fait directement écho à notre focus thématique. Les 12 et 13 février prochains, le 44e régiment de transmission organise une opération caritative aussi originale qu'inédite, une compétition de jeux vidéo autour de Rocket League et Counter-Strike. Ce tournoi exceptionnel rassemblera pour la première fois civils et militaires autour d'une même cause, soutenir les blessés de l'armée de terre. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la cellule d'aide aux blessés, une structure essentielle pour accompagner nos soldats blessés ainsi que leurs familles dans leur parcours de reconstruction. Cet événement solidaire reflète la place croissante de l'e-sport dans les armées et souligne l'importance du lien armée-nation. La compétition sera retransmise en direct sur Twitch, ce qui permettra au plus grand nombre de suivre cette rencontre et de s'associer à cette cause. J'en ai terminé avec les actualités. Est-ce que éventuellement vous avez des questions en salle ou en audio sur ces actualités? Alors, nous allons pouvoir passer directement au focus thématique qui porte aujourd'hui sur l'accompagnement des blessés psychiques. Comme évoqué en introduction, demain, la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants inaugurera la 5e maison Athos en Occitanie. Ce dispositif novateur lancé en 2021 est dédié à la réhabilitation psychosociale des blessés psychiques. Il offre un accompagnement personnalisé et de proximité dans un cadre non médicalisé pendant la durée de leur projet. L'objectif est clair, permettre à chaque blessé de retrouver une vie sociale aussi normale que possible à son propre rythme en respectant ses besoins. La loi de programmation militaire prévoit d'ici 2030 10 maisons Athos, dont au moins une en Outre-mer. Le métier de soldat comporte un risque inhérent de blessure. Bien que nos armées bénéficient d'une préparation opérationnelle exigeante, pensée pour réduire au mieux ces risques, la blessure reste malheureusement une réalité. C'est pourquoi le ministère des Armées met en œuvre des moyens significatifs pour soutenir nos militaires blessés, qu'ils le soient dans leur corps ou dans leur esprit.
Depuis plusieurs années, cette politique d'accompagnement a été renforcée, notamment à travers le plan blessé 2023-2027. Ce plan, en 116 mesures, porté par Patricia Miralles, vise à proposer un soutien renforcé et à simplifier les démarches administratives. Dans ce cadre, la prise en charge des blessures psychiques s'est également renforcée. Et le ministère, en lien avec le service de santé des armées, s'attache à détecter ces blessures dès les premiers symptômes avec des dispositifs concrets comme la formation des personnels en opération extérieure aux risques psychiques pour identifier rapidement les signaux faibles ou encore la mise à disposition de trousses d'urgence psychique pour les équipes de santé. Mais je vais m'arrêter là et laisse le soin au médecin en chef Charles Georgieff de vous détailler l'ensemble de la chaîne d'accompagnement des blessés psychiques. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci pour cette place accordée à un discours, ici le mien, qui n'est pas qu'un blabla, c'est-à-dire des mots en l'air, pour témoigner au contraire de l'attention concrète, effective, portée à nos blessés par l'institution militaire et le service de santé des armées. Alors, en liminaire, avant de décliner le fil rouge qui guide notre stratégie d'accompagnement des blessés, peut-être convient-il de revenir sur la notion même de blessure et de traumatisme psychique. Vient d'être esquissée une des particularités du métier des armes, qui peu ou prou s'articule autour de la question d'un risque. Un risque, celui contemporain de l'activité opérationnelle du militaire, en s'exposant au risque de la blessure, celle du corps, c'est la blessure physique, mais aussi de son esprit, la blessure psychique, voire au risque de la mort. Ce risque est la contrepartie de la transgression qui est au cœur de la fonction du militaire, à savoir faire la guerre, faire usage de la force, dans le cadre qui lui est confié par le politique, on parle de force régulée, à l'opposé de la violence, jusqu'à possiblement donner la mort. Cela n'est bien évidemment pas neutre, mais précisons ce qui vient faire effraction chez le sujet dans la contingence de sa mission et qui se concrétisera au travers d'un événement dit traumatique. En quoi cet événement trouve-t-il une portée traumatique ? Par la confrontation à un impensable, celui de sa propre mort. Il ne s'agit pas de la mort dans son concept, dans sa dimension abstraite, la mort des philosophes pourrait-on dire, mais d'une mort concrète qui concerne le sujet, c'est là le mot important, sa propre mort ou celle d'un camarade par exemple. Et c'est là justement que réside cette irreprésentable, cet indicible, par l'impuissance du langage, comme bien souvent pour les choses importantes dans l'existence, à dire quelque chose de cette expérience de la mort. Cette rencontre dite traumatique va ouvrir sur une clinique qualifiée, organisée autour d'un syndrome de répétition traumatique où les reviviscences, notamment les cauchemars traumatiques, occupent une place centrale. Il ne s'agit pas là de réminiscence, pardonnez-moi pour ces quelques précisions sémantiques qui ne sont pas arguties, parce qu'il ne s'agit pas de souvenir, mais de reviviscence à part entière, c'est-à-dire que le sujet revit à l'identique ou presque, là où les scènes qui sont venues marquer de leur empreinte la trajectoire existentielle de nos blessés, à chaque fois au un par un. Le traumatisme psychique vient en effet marquer un avant et un après chez le sujet dans des effets d'après-coup, dont les conséquences plurielles, multiples, volontiers douloureuses, viennent imposer, fonder la nécessité d'une prise en compte du sujet, parfois de son groupe, souvent aussi de sa famille. Alors le mot d'accompagnement est ici heureux. Il est peut-être à prendre au pied de la lettre, faire un bout de chemin ensemble, le temps qu'il faudra. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une prise en charge médicale du côté des soins,
c'est un clinicien ici qui vous parle. Bien évidemment, soins incontournables, mais souvent non suffisantes, pour engager un ensemble de mesures qui prennent acte des bouleversements que réalise bien souvent le traumatisme psychique chez le sujet. Diapositive suivante. Ces mesures s'organisent autour tout d'abord d'une doctrine de psychiatrie de l'avant, c'est-à-dire au plus près de nos forces, au front, pourrait-on dire. Doctrine qui trouve un intérêt renouvelé par les enjeux, les contraintes que nous opposerait un engagement majeur, volontiers campé autour de la notion de conflit de haute intensité. Cette doctrine de psychiatrie de l'avant est l'héritage des enseignements tirés de l'histoire des conflits armés, en particulier celle du premier conflit mondial, dont les grands principes, que je ne ferai ici que citer, simplicité, proximité, immédiateté, expectative, trouvent une pertinence, une actualité à l'opposé de tout anachronisme, par l'ajustement auquel nous nous employons pour répondre à la rudesse, à la précarité coïncidente à un engagement majeur. L'enseignement, cela a été énoncé juste avant, d'un secourisme dit psychologique par le service de santé des armées et son académie de santé au profit de nos forces armées en est une illustration. En quoi consiste-t-il ? Il s'articule autour de mesures de sauvegarde psychique que tout combattant aura à s'approprier afin de faciliter les premiers temps de secours sur le terrain, ce que l'on ramassait autrefois autour de la notion de relevage. Se déploie alors une chaîne de soutien médico-psychologique où concourent les différents acteurs du service de santé des armées, opérateurs de sauvetage, infirmiers, médecins des forces, psychologues, psychiatres, dans le champ qui est le nôtre, depuis la zone de conflit jusqu'au territoire national, au sein de nos antennes médicales et aux besoins de nos hôpitaux militaires. Le temps est compté, donc je ne rentrerai pas dans trop de considérations techniques concernant le soin psychique de nos blessés. Quelques mots tout de même, pour indiquer ce qui en vectorise la dynamique. L'enjeu est résolument du côté du champ de la relation, de la restauration d'un lien d'humanité chez des sujets dont la perception de la réalité a été bouleversée, soit d'un lien de parole. Parole venant moins donner un sens à ce qui n'en a pas, la mort elle-même, que circonscrire les effets de la confrontation traumatique par des mots venant en border le trou. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un corollaire médico-militaire accompagne les soins psychiques eux-mêmes, en prenant acte de ce qui ne peut plus être pareil pour le sujet, parfois dans ce qui a fait vocation pour lui et présidé à son engagement militaire. Être touché à ce joint intime de son désir n'est pas sans éclairer la honte qui bien souvent accompagne la clinique psychotraumatique et fait volontiers obstacle à la formulation d'une demande de soins. Vous comprendrez alors sans doute pourquoi le service de santé des armées a mis en place une démarche active de repérage des affections traumatiques afin d'initier au plus tôt des soins et limiter les conséquences préjudiciables du trauma. Retenez ici comme index que tout changement inhabituel dans le fonctionnement usuel du sujet pourra ici avoir valeur d'alerte. Proactivité des acteurs de soins avant le départ en mission ou à son retour et bien évidemment pendant la mission, conformément à un principe de présence qui gouverne notre doctrine de soutien médico-psychologique aux forces armées. Il s'agit d'être là, présent, disponible, accessible, aux côtés de nos militaires, tant dans leur quotidien qu'à l'occasion de leur mission opérationnelle, en incarnant une présence qui sera saisie ou pas par le sujet, son groupe ou encore son commandement. Mais présence qui à chaque fois exprime la possibilité d'un soutien
venant rasséréner et soutenir le militaire dans sa mission. Soutenir sa famille pendant l'absence du militaire est également un enjeu, au travers de dispositifs qui existent, notamment celui de la DALAM. On pourra revenir dessus si cela vous questionne. Alors, cette logique du soin trouve son fil rouge dans un enjeu princeps de continuité. Continuité qui confère, à mon sens, sa véritable qualité, sa pleine mesure de service rendu. Continuité et présence à inscrire en contrepoint de ce à quoi l'expérience de la blessure psychique, renvoie l'expérience de la blessure psychique, à savoir celle d'une dissolution, d'une mort subjective. Le dispositif Écoute Défense exprime une autre façon d'être présent, en offrant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la possibilité d'accueillir, d'écouter, d'orienter nos militaires blessés, mais aussi leurs proches, leurs familles, dans un réseau de soins. Logique de soins qui s'enrichit, disais-je, d'une dimension complémentaire médico-militaire. Commençons par celle de la réparation. Réparation des dommages et des conséquences préjudiciables de la blessure psychique. Réparation au titre de l'attribution de prestations en nature, en espèces, dont la pension militaire d'invalidité est l'une des expressions, qui est moins à lire du côté de la compensation d'un préjudice, quel qu'il soit, car il n'y aura jamais de rattrapage, de recouvrement à la hauteur de ce qui a été perdu dans le traumatisme psychique, à savoir ici l'illusion d'immortalité qui nous habite tous. Que ceux qui participent à une reconnaissance, c'est là le mot-clé, une reconnaissance du sujet dans ce qu'il a traversé, ses troubles, sa souffrance, jusqu'à ce qui a pu vaciller du côté de son sentiment d'identité lui-même, point qui particularise la souffrance psychique par rapport à la souffrance du corps. Reconnaissance des blessés psychiques qui est tout autant au cœur de la dynamique de réhabilitation qui sied à leur accompagnement. Les maisons Athos, cela a déjà été dit, en sont là aussi un des visages. Quel est l'enjeu ici ? Il est à saisir du côté de la restauration d'un sentiment d'appartenance, mis à mal par la blessure psychique, qui, comme toute souffrance psychique, isole, coupe le sujet dans sa relation à l'autre et au monde. C'est à chaque fois une expérience de rupture dans les relations du sujet à son environnement. Réhabilitation dont la finalité, en parallèle des soins, vise à restaurer les capacités et ressources du sujet afin de faciliter les conditions de son autonomie. L'enjeu est celui d'une relance subjective, en s'appuyant notamment sur des dispositifs d'aide de l'institution militaire, que ce soit l'aide sociale aux armées, défense mobilité dans le cadre de la reconversion, ou ce qui aidera les dispositifs qui aident le militaire à retrouver sa place au sein de son milieu d'exercice. Alors, pour conclure en quelques mots et laisser la place à des échanges et questions, l'accompagnement de nos militaires blessés répond à la logique d'un parcours structuré, balisé, visant à prendre en considération les différentes dimensions consécutives à un traumatisme psychique. Ce dispositif est loin d'être figé, même si j'en ai là épinglé quelques points vifs, sans pouvoir être exhaustif au regard du temps imparti, pour être résolument évolutif au gré des besoins qui viendraient à émerger. Le contexte d'un conflit de haute intensité vient bien évidemment rebattre les cartes. Il vient mettre en tension les dispositifs et coordonnées que je viens d'identifier en obligeant à un changement de paradigme. Nécessité sera celle de passer d'une logique individuelle à une logique de masse. À l'impossible où il nous renvoie, il nous met au travail et nous pousse à l'inventivité.
du côté des places de chacun, acteurs de soins, combattants, commandement, de l'upgradation d'un côté ou délégation de tâches, mais aussi des modalités du soin lui-même, où les approches groupales auront une place de choix très vraisemblablement en sus des approches individuelles dont je viens de parler, de l'usage, de la place de médications psychotropes à l'avant, afin de limiter les effets de troubles psychiques aigus de guerre au front. Le travail avec nos homologues des nations alliées et partenaires dans le cadre de l'OTAN, mais aussi la coopération civilo-militaire avec nos camarades de la santé publique sur le territoire national, ouvre des pistes et axes de réflexion tout à fait prometteurs. Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup pour cette intervention. Place aux questions. Bonjour, Mathieu Rabéchaud de l'AFP. J'ai une question assez spécifique sur les maisons Athos. Je suis là. Ah, pardon. Donc, ça intervient à un certain stade du parcours de soins, j'en ai bien conscience, mais qui fait-on dans ces maisons? Combien de temps le patient y reste-t-il? Combien y a-t-il de place? Quelles sont les interactions avec les autres patients dans ces structures? Au balisage d'un parcours, tel que j'ai pu le camper un peu rapidement, il faut à chaque fois avoir en tête l'enjeu d'ajuster les moyens qui sont les nôtres aux besoins de nos patients. Vous évoquez le dispositif Athos, qui, à mon sens, doit rester un lieu de passage. Comme l'hôpital, comme les soins psychiques, sauf que parfois ça dure, au regard de la souffrance et de ceux qui ne peut cesser. Ces maisons se sont développées depuis 4 ans maintenant. Les 2 premières étaient à Bordeaux et à Toulon, et donc le service de santé des armées a accompagné cette réhabilitation dite psychosociale en parallèle des soins. Donc ça peut venir parfois relativement tôt chez un sujet et un peu plus tard chez un autre, voire jamais, au gré des besoins. Tout ça pour dire que l'on ajuste à chaque fois nos dispositifs et nos moyens aux besoins de nos patients. Juste pour préciser, chaque maison Athos dispose de 100 places et donc à terme, d'ici 2030, ça sera plus de 10 000 places. Bonjour, Valérie Lespèce de l'agence de presse médicale. À part les maisons Athos et le dispositif dont vous avez parlé d'écoute, est-ce que vous pouvez lister un peu tout ce que vous mettez en place pour accompagner les militaires qui seraient en souffrance psychique? J'en ai déjà dit quelque chose, je crois. Oui. Alors déjà, si vous permettez, c'est rappeler l'importance du soin. Offrir un soin n'est pas un fait acquis, puisque vous êtes de la presse médicale, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas sans savoir que le Comité national d'éthique a rendu un rapport public lundi, en évoquant combien la psychiatrie française était en crise. Donc je crois que c'est important à rappeler, là où les armées et le service de santé des armées sont attachés à la pérennité, à la consolidation des dispositifs qui sont les nôtres, en commençant par notre capacité à offrir un soin sur nos zones de conflit jusqu'à la métropole. Il y a l'aigu de la prise en charge et puis il y a le soin dans la durée. C'est une gageure. C'est une gageure. Alors, comme je l'indiquais, il y a le soldat, il y a son groupe, il y a sa famille. Tout ça est bien évidemment mis en tension au regard des contraintes sociétales qui sont les nôtres. C'est ce qui a amené les armées à mettre en œuvre des dispositifs qui viennent soutenir la famille, notamment en cas d'absence du militaire, avec la possibilité de consulter sur le plan psychologique et de prendre en charge ces consultations. On est en train d'ailleurs d'élargir ce dispositif-là. C'est en cours de discussion, donc je n'irai pas plus loin, pour offrir un soutien le plus consistant possible. Ce numéro, j'ai parlé de cette plateforme téléphonique d'écoute défense, qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'était réservé aux blessés psychiques autrefois. Ça s'est élargi à tout militaire,
mais également aux proches de nos militaires. Ce sont nos psychologues cliniciens, pas les miens, vous l'avez compris, ceux de l'institution, qui arment 24/24 ce dispositif-là. Donc nos psychologues des hôpitaux militaires, mais également de nos antennes médicales dans la médecine des forces, donc réparties sur le territoire national. Ça n'a pas valeur de soin, même si déjà écouter un sujet dans la formulation de sa souffrance est déjà, de mon point de vue, un soin. L'enjeu est surtout d'orienter sur un réseau qui est le nôtre, ou éventuellement complémentaire, celui du réseau civil. Je crois que nous avons une question en audio, non ? Oui, nous avons une question en audio de l'agence Hans Lucas. Bonjour, vous avez parlé en phase de prévention de trousses de secours. De quoi s'agit-il exactement ? Là, on en est à quelque chose qui n'est pas validé, qui est du champ d'une piste de réflexion autour de la place, c'est ce que j'indiquais dans mon propos, de psychotropes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a l'urgence vitale qui, bien évidemment, prime. On est dans une logique de priorisation quand on est face à une urgence vitale. Le psychologique vient après, bien évidemment. Mais de réfléchir à la place de médications psychotropes qui pourraient aider. C'est très hypothétique, donc ne retenez pas la chose comme étant un fait validé et acquis. On n'en est absolument pas là. Et ça fait partie de pistes de réflexion. Est-ce que vous avez des actions engagées avec des associations, en lien avec les associations ? Merci pour cette interrogation. Ça me semble précieux de le préciser. Nous avons effectivement la chance d'être soutenus par des associations qui apportent en complément du soutien des armées un regard, une attention et un soutien tout à fait concret dans différents projets. Nous avons notamment pu, sur Sainte-Anne, à Toulon, réhabiliter un bâtiment. Pour les marins qui connaissent bien la base vie Sainte-Anne, qui est devenu notre hôpital de jour au profit de nos blessés psychiques, ce qui a été permis par le don d'associations comme Solidarité Défense et les Gueules Cassées. Pourquoi c'est important, au-delà de cet aspect très circonscrit que j'évoque là, c'est que ces associations participent à ce qu'il s'agit de soutenir, à savoir le lien armée-nation. La prise en charge de nos blessés, le soutien de nos armées n'est pas que l'affaire des armées. C'est le soutien le soutien de la nation tout entière qui est engagé, de mon point de vue, qui plus est, dans la configuration d'un conflit de haute intensité. Ça nous concerne tous, en somme. Bonjour, Franck Alexandre, RFI. Je voulais savoir si vous avez eu des contacts, noué des contacts avec vos confrères en Ukraine. Alors, on a des retours, c'est une très bonne question. On a des retours au travers aussi d'associations, vous savez, qui œuvrent, donc hors champ militaire, avec différents entrants autour de cette question-là. La question des blessés psychiques est toujours une question assez sensible. Assez sensible. D'autres questions ? En audio ? Oui, je crois qu'on a une question en audio. Oui, bonjour, Aude Lecrubier de Medscape. J'avais plusieurs questions. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur les effectifs en termes de psychiatres, psychologues qui étaient engagés dans ce sujet-là. Aussi savoir les liens. Est-ce qu'il y avait des liens avec les soins civils ? Est-ce que il y a des ponts entre les deux ? Oui, heureusement, nous sommes dans une complémentarité qui est nécessaire pour offrir un soin qui puisse se penser dans la durée, dans cette coopération civilo-militaire, et un réaxage du service de santé des armées au profit du soutien de nos opérations. Qui plus est, dans le contexte d'un possible conflit de haute intensité. Pour revenir à la question des effectifs, nous sommes donc une trentaine de psychiatres militaires pour un peu plus d'une cinquantaine
de psychologues cliniciens propres au service de santé des armées. Cela est renforcé par des psychologues dits institutionnels propres aux armées qui contribuent plus particulièrement à un soutien qu'on qualifiera de psychosocial. En fait, je voulais savoir, vous avez parlé donc des conflits de haute intensité et peut-être des travaux de groupe. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, repréciser quels sont ce que vous faites actuellement et quelles sont les perspectives? C'est une très bonne question. Nécessairement, le conflit de haute intensité amène à la question d'une certaine précarité. On défend, et encore aujourd'hui, en France et dans bien d'autres pays, nous arrivons à assumer un soin à la logique résolument individuelle. Mais face à la possible massivité des victimes, il faudra qu'on ajuste nos dispositifs. Je pense ici à ce que la France a connu à l'occasion des attentats. J'étais encore à Paris lors des attentats de 2015, et peu après mon arrivée dans le Sud, ce fut les attentats de Nice. Nous ajustons nos façons de faire au regard des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Cette logique de groupe, elle a été décrite dès le deuxième conflit mondial, permet au fond de prendre la mesure de cet effet nombre, en quelque sorte, des blessés, des victimes, pour ajuster nos modalités de soins. Donc ça vient moduler la pratique habituelle d'un soin qui se fait, comme vous le savez, dans le colloque singulier entre un patient et un soignant. C'est quelque chose dont nous avons l'expérience et d'ailleurs auquel nous sensibilisons au travers d'actions de développement professionnel continu, acteurs de soins primo-intervenants, infirmiers, médecins, avant de partir en mission, pour prendre en compte et le sujet et le groupe au sein duquel il évolue. Pas d'action guerrière sans groupe, sans collectif. Bonjour, Charline Hurel de TF1. Pour revenir sur l'Ukraine, c'est assez intéressant depuis ces 3 ans, lorsqu'on va dans les centres de réhabilitation, toutes les méthodes qui sont créées avec en permanence la recherche de nouvelles méthodes pour accompagner justement ces soldats blessés, parfois en première ligne, sans membres et avec de grands traumatismes. Moi, il m'expliquait là-bas qu'il y avait aussi des échanges avec les autres armées. Vous, au niveau de l'armée française, comment cela se passe? Est-ce que vous avez déjà été, par exemple, dans ces centres, voir ces nouvelles thérapies? Comment tout cela se passe et comment on apprend de ce qui se passe en ce moment sur ce conflit de haute intensité? Lacan disait qu'on se laisse enseigner par la clinique. Et l'une des particularités de notre pratique tient à ça. On n'est pas dans une position de savoir. Le savoir, il est du côté du patient. Donc, on apprend bien évidemment de l'expérience qui est la nôtre ou celle des autres. Je ne suis pas allé personnellement en Ukraine, j'ai pu aller en Arménie, faire une belle mission là-bas justement, qui est, comme vous le savez, confrontée à l'expérience de la guerre, civile comme militaire, avec là aussi toute une dynamique de réhabilitation en place. Ce que vous soulignez, sans pouvoir répondre plus précisément à votre question, c'est qu'il y a les blessés psychiques, mais quand on est blessé dans son corps, et c'est à ces personnes que vous faites référence, bien souvent on l'est aussi sur le plan psychique. Il y a évidemment les blessures d'artillerie, etc., avec des membres en moins, Oui. et ça on le voit nous sur la ligne de front. Oui. En revanche, il y a aussi... vous savez très bien, des explosions, les obus qui tombent, qui ne provoquent pas forcément de blessures physiques, mais des blessures psychiques qui sont absolument atroces. Et ces soldats, dans le conflit qu'on connaît aujourd'hui, ont 2-3 semaines et doivent revenir sur le front parce que vous le savez très bien, il y a un manque de mobilisation. Je vous fais pas. Et donc en fait, la place du traitement psychique de ces soldats est absolument prioritaire en Ukraine. Et c'est là où c'est presque un laboratoire aussi pour les autres armées, d'aller voir quelles sont les nouvelles thérapies qu'on peut faire et comment l'armée française s'en inspire. Il s'agit d'être prudent. Souvenez-vous ce qui a pu se jouer
je ne sais pas si vous l'avez en tête, au cours du premier conflit mondial, hein, et les expériences de Clovis Vincent autour du torpillage, de la faradisation de nos patients, hein, avec une présentation essentiellement corporelle des troubles psychiques, c'est-à-dire que c'était dans le corps, des conversions, comme on le dit dans mon jargon, hein, une souffrance psychique qui se déplace dans le corps, pour essayer de les renvoyer au plus tôt au front. Donc attention, hein, quand bien même, bien évidemment, il s'agit de préserver la capacité opérationnelle, de rester éthique. Hein. Ce n'est pas le commandement, hein, c'est des médecins hein, qui ont participé à ça. Donc vous voyez combien notre pratique doit s'accompagner d'une réflexion sur celle-ci. Et vous avez raison de le souligner, cette question de la non-obligation de retour au front, hein, qu'on a pu appliquer jusqu'à présent parce qu'on avait les moyens, sera bien évidemment mise en tension au travers des contraintes d'un conflit de haute intensité. Est-ce que vous pouvez juste donner quelques exemples de passerelles entre le monde civil et le monde militaire hein, sur ce sujet-là? C'est-à-dire comment peut-être que vous envoyez certains de vos blessés dans le monde civil à un moment donné. Enfin voilà, comment vous travaillez entre civil et militaire? On travaille main dans la main. On travaille main dans la main. Je parle du côté psychique. Je suis et mon équipe travaille dans un hôpital militaire, pour autant on accueille des civils, comme vous le savez. Je suis contraint, au regard des moyens qui sont les miens, de privilégier les militaires dans les soins que j'administre. Et donc je réoriente les patients civils vers les camarades du réseau de soins local. Ce partenariat, il est à différents niveaux. Hein. Il se fait dans l'enseignement, dans les facultés de médecine, hein, auxquelles on participe. Marseille pour ma part en particulier. Cela se fait ailleurs bien évidemment. Cela se fait là dans le cadre de réflexion sur les enjeux d'un conflit de haute intensité où nécessairement la santé publique sur le territoire national sera engagée, hein, là où le service de santé aura à se positionner principalement sur la chaîne entre le front et la métropole. Donc ce travail se fait main dans la main. On se connaît bien entre nous, ce qui facilite bien évidemment les échanges. La grande difficulté, mais vous la connaissez, c'est la saturation sur le plan psychique des structures civiles. Ce qui nous amène à penser des alternatives. Ce n'est pas le positionnement. Athos, mais vous faites bien de le dire, ça permet de préciser et éviter tout quiproquo. C'est dans la durée. Il y a le soin aigu et il y a le soin au long cours. Donc le portage temporel n'est pas le même. Juste en complément, pour rappeler que le dispositif Athos est partie intégrante du dispositif du plan blessé 2023-2027. On pourra vous donner des éléments plus complets si vous le souhaitez. Si nous n'avons plus de questions, merci beaucoup, colonel, pour cet exposé très intéressant. Et nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises avec le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Guillaume Vernet. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce tour d'horizon des opérations avec le théâtre européen qu'on va balayer du nord au sud, donc du cercle arctique à la Méditerranée, où, vous le savez, l'ensemble des nations de l'OTAN veillent au quotidien à la sécurité du territoire et de ses populations. On commence avec la mer Baltique, où l'OTAN poursuit l'opération de surveillance maritime Baltic Sentry pour dissuader toute menace sur les infrastructures sous-marines et stratégiques en mer Baltique. Alors à ce stade, les armées françaises engagent un bâtiment, le chasseur de mines tripartite Croix du Sud, au sein du Task Group de garde des mines de l'OTAN, le SNM CMG-1, ainsi qu'un avion de patrouille maritime, un Atlantique 2, au sein de cette opération. Passons maintenant à l'Estonie, où les éléments français du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique maintiennent la permanence de leur posture opérationnelle. Alors, cette semaine, les unités logistiques françaises du bataillon ont réalisé des tests de transport de blindés en coopération avec leurs camarades estoniens et britanniques. Ce partage de savoir-faire entre les logisticiens estoniens, britanniques et français assure l'interopérabilité des unités dans ce domaine.
Passons à la Roumanie. Du 20 au 24 janvier, dans le cadre de l'exercice Eagle Lightning, le bataillon multinational a déployé ses postes de commandement et l'ensemble des systèmes de communication associés afin de s'assurer de l'interopérabilité totale du dispositif suite à la relève. On passe à la Lituanie. Le déploiement de 4 Rafales dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing, EAP de l'OTAN, se poursuit sur la base aérienne de Siolai, dans le cadre de la protection aérienne des pays baltes. Les armées françaises sont résolument engagées pour la protection de l'espace aérien de l'OTAN, et ceci malgré la recrudescence des menaces hybrides. Passons à la Méditerranée, où le patrouilleur de haute mer commandant Biro a conduit une patrouille maritime commune avec la frégate grecque HS Eli en mer Égée. Après cette séquence, elle a rejoint le Standing NATO Maritime Group 2, le SNM G2, groupe maritime permanent de l'OTAN. En parallèle, le chasseur de mines tripartite Capricorne est déployé en Méditerranée afin d'intégrer le Standing NATO Mine Countermeasures Group 2, le SNM CMG2, qui est le groupe permanent de guerre des mines de l'OTAN. Ces 2 unités françaises vont mener des patrouilles aux côtés de leurs alliés de l'OTAN et ainsi contribuer à la posture permanente et réactive de l'Alliance dans cette zone. On passe à la Méditerranée orientale, puisqu'une frégate y est toujours déployée devant la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation de situation autonome de la France dans cette région. Au Liban, maintenant, la participation de la France au sein du mécanisme de surveillance des de surveillance du cessez-le-feu se poursuit, celui-ci ayant été prolongé jusqu'au 18 février. En parallèle de cela, les soldats français de la Force Commander Reserve de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, continuent d'être déployés dans la zone d'opération du Sud-Liban, où ils mènent des patrouilles afin d'appuyer le redéploiement des forces armées libanaises, les FAL, sur le terrain. On passe à l'Arabie Saoudite, où l'exercice multinational saoudien Spears of Victory 3 a débuté cette semaine. À ce titre, les forces françaises aux Émirats arabes unis y déploient 3 avions de chasse Rafale et un avion de transport tactique A400M de l'armée de l'air et de l'espace. Cet exercice Spears of Victory 3 permet de développer l'interopérabilité entre les forces aériennes des 9 pays participants, qui sont la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Grèce, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, Pakistan, l'Arabie saoudite et la France, à travers des scénarios de combat air-air réalistes et agressifs. La participation française s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec l'Arabie saoudite, conformément au partenariat stratégique qui a été signé en décembre 2024. En Irak maintenant, la formation du 4e bataillon du désert irakien se poursuit. Donc le 2e module a débuté cette semaine avec des entraînements spécifiques qui sont le sauvetage au combat, le tir de précision, le tir de nuit et l'appui mortier. L'objectif de la formation est bien la création d'une unité avec un bataillon structuré, capable d'opérer en milieu désertique et en maîtrisant l'ensemble des capacités interarmes. Les bataillons du désert irakien ont vocation à être déployés aux frontières du pays pour effectuer des missions de contrôle et lutter contre la résurgence de l'État islamique. On passe maintenant à l'Afrique, les forces françaises au Sahel. Vous savez que la reconfiguration du partenariat militaire avec le Tchad s'incarne avec la fin de notre présence militaire permanente qui ne répondait plus aux attentes et aux intérêts de chacun des partis. Le camp Kosseï est rétrocédé aujourd'hui à l'armée tchadienne. Passons maintenant à la zone Indo-Pacifique. À Mayotte, les missions d'assistance suite au passage du cyclone Chido se poursuivent. Plus de 1500 militaires sont toujours engagés au plus proche de la population mahoraise. Un petit peu plus loin dans la zone Indo-Pacifique, pour parler du GAN, donc du 16 au 24 janvier, le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle a conduit l'exercice multinational La Pérouse 25 aux côtés de 8 autres nations de l'Indo-Pacifique. Cet exercice multinational d'opérations maritimes marque l'engagement de la France pour garantir le libre accès aux espaces communs reliant l'océan Indien et l'océan Pacifique, et il vise à promouvoir un Indo-Pacifique libre, ouvert et stable. En parallèle, donc du 21 au 24 janvier, le GAN a projeté 3 rafales marines jusqu'en Australie, à 1000 nautiques, ça fait à peu près 1800 km de distance, sur la base aérienne de Darwin,
pour l'exercice Rastaban. Durant ces 3 jours, les pilotes français ont réalisé des vols d'entraînement au combat aérien avec les avions de combat F-35 de la Royal Australian Air Force, permettant d'accroître la confiance mutuelle et les savoir-faire entre les deux forces. La mission Rastaban s'est achevée au retour des 3 Rafales marines à bord du porte-avions le 26 janvier. Et le GAN est actuellement en escale à Lombok, en Indonésie. On passe à la Polynésie française, où depuis le 6 janvier, le bâtiment de soutien d'assistance outre-mer Bougainville est déployé en mission Pacifique Aito dans les îles Tuamotu. Ce déploiement a pour objectif d'affirmer la présence française dans la zone de responsabilité permanente et d'effectuer des patrouilles de police des pêches, tout en renforçant le lien armée-nation. On passe à la zone anti-Guyane, tout d'abord en Guyane, où le 23 janvier, le CASA, un avion des forces armées en Guyane, a été mobilisé pour une évacuation sanitaire à destination de la Martinique. Il a évacué 3 patients, dont un en urgence vitale. Et je vous rappelle que l'appui fourni par les moyens militaires afin de prendre en charge et évacuer les patients contribue ainsi directement à l'assistance aux populations. Toujours dans la zone Caraïbe, le 25 janvier, la frégate de surveillance Ventose a réalisé une patrouille commune avec le patrouilleur jamaïcain Norman Manley. Et au cours de cette séquence, plusieurs exercices ont été menés, permettant de renforcer la coopération opérationnelle franco-jamaïcaine. Ces entraînements visent à consolider la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants en mer des Caraïbes. Dans ce domaine, la frégate de surveillance Germinal, déployée en mission de lutte contre le narcotrafic Caraïbe Royal, poursuit sa patrouille dans le nord de l'arc antillais. Ces opérations menées régulièrement par les FAA contribuent à la stabilité régionale et à la protection des populations contre les trafics illicites. Ceci conclut mon intervention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour colonel, Mathieu Rabéchaud, AFP. Vous avez mentionné la rétrocession du camp Kosei aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en conclure que maintenant toutes les installations françaises au Tchad sont désormais rétrocédées à l'armée tchadienne? Et qu'en est-il du retour des équipements et des personnels qui étaient déployés là-bas? Alors, merci pour cette question. Effectivement, la totalité des emprises a été rétrocédée. Donc, c'était le cas pour Faya-Largeau au 26 décembre dernier. Ensuite, c'était Abéché aux alentours du 11 janvier, si je ne m'abuse. Et donc, aujourd'hui, c'est le camp Kosei de N'Djamena. Donc, ça consiste bien à faire rentrer tous les militaires présents dans leur totalité, ainsi que l'ensemble des moyens de combat. Donc voilà, plus de personnel militaire. C'est une entreprise privée, en fait, de logistique, qui va s'occuper du déménagement des KC-20, c'est ça? Alors, on fait appel à des prestataires privés. Sur place, il y a un organisme de liquidation temporaire qui est armé par une petite équipe qui est composée. Alors, c'est pas un organisme privé qui forme cette équipe, c'est bien des gens désarmés qui sont là avec un appui. Il y a du personnel civil aussi à bord, mais c'est bien nous qui nous occupons de notre logistique en coordonnant avec un ensemble de prestataires et en appui de moyens qui soient terrestres ou maritimes. Tout le matériel est rassemblé sur le camp Kosei? Alors, le matériel, il est rassemblé en fait sur le camp Kosei et à proximité, parce que l'objectif, c'était bien de libérer le camp et de leur permettre de reprendre la totalité de l'emprise. Donc, en fait, effectivement, il y a aussi un appel à des prestataires logistiques dans la région pour faire du stockage le temps que le matériel puisse être rapatrié. Colonel, vous avez parlé de la participation de la France au mécanisme de supervision de cessez-le-feu au Liban. Quel est aujourd'hui le rôle de militaires français pour soutenir l'armée libanaise qui commence à se déployer dans des villages frontaliers? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Donc, le rôle des militaires français, il est dans 3 instances. Le premier, c'est effectivement le mécanisme de surveillance de cessation des hostilités à laquelle nous sommes partie prenante. Un mécanisme avec plusieurs rouages qui vise à permettre une plus grande fluidité dans les échanges. C'est un organe de médiation, c'est un organe de réduction des tensions qui permet aussi de faire une coordination des mouvements entre les forces de défense israéliennes et le Hezbollah, et puis permettre
au FAL et à la FINUL de reprendre leur position. Et donc, nous sommes aussi présents au sein de la FINUL, comme vous le savez, à travers la FCR, un engagement qui date depuis 1978. Et notre proximité avec les FAL, elle est aussi assez historique. Donc on a des partenariats qui sont continus aux côtés des FAL. On a également des formations qu'on réalise à leur profit, avec l'objectif effectivement de les faire monter en gamme et d'avoir une armée qui continue à se structurer pour être en mesure de faire justement de réduire les tensions et d'arriver à un retour de la stabilité dans la région, dans cette région. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour le point presse de la semaine prochaine, 11h en salle Koenig. Bonne fin de semaine.